Vice-président du groupe d'études et de recherche sur la Méditerranée et directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, M. Driss Khrouz. Monsieur Driss, bonjour. Bonjour, c'est moi. Si vous permettez, donc on aimerait bien commencer par quelle définition donnez-vous pour le processus de Barcelone? C'est un processus qui a été courageux, qui a été innovant, parce qu'en novembre 1995, ne l'oublions pas, c'est après les graves événements qui se sont passés en 1993, notamment en Irak, mais aussi après les quelques éclaircies qu'avait commencé à connaître la crise israélo-palestinienne. Et donc il y a ce que moi j'appelle un ballon d'oxygène qui a permis de réunir autour d'un même projet des pays du nord, du sud et de l'est de la Méditerranée, dans lesquels il y avait évidemment à l'époque ce qu'on appelait les trois volets, les trois paquets, les trois baskets en anglais, le volet économique et financier, le volet politique et sécuritaire et le volet humain. Les choses ont évolué, à mon avis, de façon positive, mais peut-être moins vite que ce qu'on aurait pu faire. De façon positive parce que je sais, et nous le savons, et aujourd'hui nous le vivons, la coopération politique et sécuritaire a beaucoup avancé, parce que aussi, et c'est important, un certain nombre de programmes, de projets européens ont intégré beaucoup de pays, mais particulièrement le Maroc. Je dis pourquoi le Maroc, parce qu'on verra tout à l'heure que les pays comme l'Égypte, comme la Tunisie, comme la Syrie, comme la Palestine, comme Israël, n'ont pas pu suivre le même rythme pour différentes raisons. Le Maroc y en jouit, et tant mieux, de cette stabilité. Il a pu avancer énormément avec l'Europe sur le plan politique. Nous verrons que, comme c'est une petite économie, les effets positifs économiques n'ont pas été dans la même dimension. Mais je dirais que le cadre politique du processus de Barcelone est très serein. Il est d'autant plus serein qu'il y a eu, en 2008, l'Union pour la Méditerranée, qui a voulu faire une espèce de programme à la carte pour éviter le goulot d'étranglement, l'obstacle que constituait le blocage de la question ou de la paix entre les Palestiniens et Israël. Est-ce que l'Union pour la Méditerranée a permis de dépasser le problème? Non. Est-ce qu'elle a dynamisé le processus de Barcelone? Oui. Elle a dynamisé dans la mesure où il a posé le problème, non plus en termes de il y a le bloc du Maghreb, il y a le bloc de l'Orient, il y a l'Europe, et puis il y a l'Europe élargie avec les pays du centre et de l'Est européen, mais il a permis de créer une idée que nous retrouvons, que je trouve, moi, positive parce que ça permet le blocage, c'est la question du statut avancé et de la politique de voisinage. Que cette politique de voisinage a permis à l'Europe et à un certain nombre de pays comme le Maroc, mais aussi comme la Turquie, d'avancer au fur et à mesure des progrès et des moyens de chacun des pays. Et dans ce sens, moi je trouve que pour le Maroc, puisque telle est votre question, sur le plan économique et financier, le statut avancé a donné de très grands progrès, parce que nous constatons que, l'économie marocaine est rimée à l'économie mondiale à travers l'Europe, 2, que la présence du capital étranger, particulièrement européen, est très forte, le capital espagnol, le capital français, le capital allemand, le capital belge, à travers des entreprises, à travers des joint ventures, mais aussi à travers, et c'est très important, à travers l'échange de savoir-faire et de technologie. Et c'est dans ce domaine que le Maroc, par exemple, et c'est important, bénéficie d'un certain nombre d'apports technologiques dans le domaine de l'électronique, de l'aéronautique, dans le domaine de la voiture, dans le domaine de l'agro-industrie, et qu'on a dépassé l'équation traditionnelle de l'agriculture, des primeurs, des maraîchages et du poisson. Non pas qu'elles ne soient pas importantes, mais elles sont, heureusement, dépassées par les nouvelles dynamiques. Ce qui fait que, sur le plan financier, le Maroc a beaucoup profité. Sur le plan économique et commercial, le Maroc a beaucoup profité. Pas suffisamment en termes d'industrialisation, pas suffisamment en termes de production de valeur ajoutée, mais je dirais que sur le plan quantitatif,
aujourd'hui, on ne peut pas concevoir l'économie marocaine sans son intégration dans l'économie européenne et de l'économie mondiale à travers l'économie européenne. Est-ce que sur le plan humain, c'est le troisième volet, les choses ont avancé suffisamment? Beaucoup moins. Même si, et je peux en témoigner, ayant été moi-même responsable de la fondation Analint Maroc depuis sa création jusqu'il y a 2 ans, sur le plan humain et social, le Maroc est peut-être parmi les plus grands bénéficiaires de ce statut avancé, approfondi, élargi et de la politique de voisinage, dans la mesure où, à la fois sur le plan des droits humains, sur le plan de la santé, sur le plan de l'intégration de la femme, sur le plan des jeunes, sur le plan des organisations non gouvernementales, impliquées dans la gouvernance, impliquées dans l'environnement, impliquées dans le développement local, impliquées dans le dialogue des cultures, à la fois en termes de religion, en termes de jeunesse, en termes de femmes, en termes de... Le Maroc s'est intégré de façon positive. Pourquoi? Pour 3 raisons. Première, le Maroc bénéficie d'un pluralisme politique. Et le Maroc a énormément progressé dans la mise en place de ce qu'on peut peut-être appeler les institutions démocratiques et les structures d'un État de droit. C'est un grand pas qui a, aujourd'hui on peut le dire, fait un progrès considérable avec la Constitution de 2011. Ça c'est important. Deuxième volet, c'est que le mouvement associatif marocain qui existait, mais qui était combattu, et Madame Guigou a pris la suite, mais le Maroc est devenu un partenaire essentiel. Il est devenu un partenaire essentiel parce que le Maroc a un tissu associatif qui est démocrate, qui défend l'ouverture de la société, qui est contre l'intégrisme, qui est contre la dictature et qui est pour la démocratie. Ça, c'est très, 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 très important. Et vous avez les universités qui sont dedans et vous avez un certain nombre d'éléments. Troisième élément, et là, c'est important, c'est que depuis que le Maroc a entrepris un certain nombre de réformes, notamment à la suite du discours du roi de mars 2011 et donc la constitution de juillet 2011, le Maroc a pu conserver sa stabilité en entreprenant des réformes sans avoir cassé la société, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, comme la Syrie, comme l'Égypte, comme l'Irak qui a été cassé, comme la Libye, comme d'autres. Et donc le Maroc, dans ce domaine, ayant pu entreprendre des réformes profondes, a pu profiter encore plus et aller plus. Alors pourquoi le Maroc n'a pas été secoué par ces mouvements comme d'autres pays? Parce que le Maroc a entamé un certain nombre de réformes depuis le début des années 93, en gros, et particulièrement en 1993 et la suite, et en 1998, où il y a un gouvernement d'alternance négociée dans un consensus généralisé avec l'ensemble des partis, et bien entendu avec l'aval et sous la conduite de la monarchie, entrepris des réformes qui ont permis au Maroc de dépasser ces secousses et au contraire de s'inscrire dans la sphère euro-méditerranéenne comme étant un pays stable, ouvert et avancé dans la démocratie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, sur le plan politique et sécuritaire, en matière d'immigration, en matière de lutte contre le terrorisme, le Maroc est d'autant plus crédible qu'il a pu, grâce aussi à sa politique et à l'Europe, entreprendre des stratégies à long terme vis-à-vis de l'immigration qu'il reçoit de l'Europe, de la Syrie et d'autres pays. Et le Maroc est l'un des rares pays aujourd'hui à avoir une stratégie qui se met en place. Il est difficile. Comment intégrer des Européens, des Africains subsahéliens, qui sont devenus non pas des populations, des jeunes et des femmes qui veulent aller vers l'Europe, mais qui s'installent au Maroc, qui épousent des Marocaines ou des Marocains, et qui deviennent donc des populations que le Maroc doit intégrer sur le plan professionnel, sur le plan de la scolarisation, sur le plan des habitudes, sur le plan de la différence. Et c'est là que le Maroc s'ouvre progressivement, même si des fois il y a des problèmes évidemment, dans ce qu'on peut appeler une société ouverte, diversifiée, et une société qui a des problèmes évidemment, parce que cela n'est pas facile. Et cela se gère dans des programmes, notamment avec l'Union européenne, où des questions très complexes se gèrent
Faut-il que le Maroc laisse passer ou soit ce qu'on peut appeler la frontière et le mur? Comment tout cela se négocie? Je ne dis pas que tout est réglé, je dis qu'il y a un cadre de négociation. Et le Maroc est un... C'est quand même 20 ans. Mais il y a encore ces facteurs qui existent comme obstacles. Le premier, à mon sens, c'est encore cette faiblesse de la formation des ressources humaines, où le système de l'enseignement au Maroc, le système de la formation pour professionnels au Maroc, subit encore de difficultés énormes, et que malgré les efforts, nous avons encore au Maroc un problème dans la maîtrise des langues, dans la prise d'initiative par les jeunes, dans la mise en place d'un système d'enseignement à la fois qui donne une culture générale mais aussi des capacités d'apprentissage, et que donc il y a au Maroc encore ce problème, même s'il a diminué mais il existe encore, entre l'enseignement général et l'intégration dans la vie professionnelle dans l'entreprise, il manque un pan. Est-ce que c'est la formation professionnelle? Est-ce que c'est la formation alternée? Est-ce que c'est l'auto-emploi? Est-ce que les stages? En tout cas, face à cette question, l'enseignement est appelé à régler le problème de l'adéquation entre l'enseignement et le marché du travail. Je ne dis pas que c'est de la faute à l'enseignement, je dis que c'est une question de société. Elle est structurelle. Il y a un deuxième problème structurel, c'est que la majorité des entreprises marocaines, encore aujourd'hui, sont de petite taille, inférieure à 30 ouvriers, dans laquelle le taux d'encadrement est très très faible, il ne dépasse pas les 10%. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui reste fragile, qui reste sous-financée et qui est très allergique à toutes les perturbations des aléas. Comme l'économie mondiale par définition est sujette à des crises, on en a vu depuis 2008 et même avant et puis après, l'économie marocaine subit très vite le choc des perturbations externes à la fois financières, à la fois conjoncturelles, à la fois économiques, mais à la fois politiques. Ça, c'est structurel. L'entreprise marocaine n'est pas encore suffisamment consolidée en termes de gestion, en termes d'encadrement et en termes de valeur ajoutée. Troisième, obstacle structurel qui existe, c'est que l'industrialisation au Maroc n'a pas suffisamment avancé. Nous sommes quand même encore une économie dans laquelle la valeur ajoutée par l'économie marocaine est très faible. Une économie agricole, une économie agro-industrielle de saison, une industrie de faible transformation, et nous n'avons pas encore intégré suffisamment ce qu'on appelle les maillons de la performance et de l'efficience au niveau mondial. Il y a aussi un problème dans lequel le Maroc fait beaucoup de progrès, mais il reste des problèmes. C'est la question de la lutte contre la corruption, la question de la gouvernance générale et de la gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire des indicateurs, c'est-à-dire des critères, c'est-à-dire des procédures, c'est-à-dire la reddition des comptes, c'est-à-dire l'évaluation, c'est-à-dire l'accumulation des savoirs, c'est-à-dire la capitalisation dans les expériences. Dans ce domaine, le Maroc, malgré les efforts qui sont faits et qui sont notables, a encore beaucoup de progrès à faire. Et donc, confronté à des économies très fortes, très performantes, évidemment, le gain pour le Maroc est beaucoup plus faible que ce que l'aurait dû être fait, même si dans cette conjoncture, le Maroc gagne, et tant mieux. Il aurait perdu beaucoup plus s'il n'y avait pas ce cadre avec l'Europe. Il aurait pu gagner plus s'il avait réglé tous ces problèmes, mais je crois que ça avance et je reste persuadé que le Maroc a gagné beaucoup plus dans ce cadre que s'il n'avait pas adhéré. Il reste un problème, c'est que pour l'Europe, le Maroc est une petite économie et que le Maroc aurait gagné plus si l'Europe avait face à elle un contexte régional, une intégration régionale des pays de l'Afrique du Nord. Parce que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, peut-être la Mauritanie, peut-être la Libye, intéresseraient beaucoup plus en termes d'investissement, en termes de marché, en termes de formation, en termes de donneurs d'ordre, en termes d'entreprises conjointes, auraient beaucoup plus intéressé l'Europe qu'une petite économie toute seule. Parce que dans cette parcellisation de l'Afrique du Nord,
les économies d'échelle se perdent, les économies d'intégration se perdent, et chacun des pays à lui seul gagne beaucoup moins que ce que chacun des pays aurait gagné s'il avait une intégration régionale. Mais ce n'est pas de la faute à l'Europe s'il n'y a pas d'intégration régionale, c'est de la faute d'abord aux Nord-Africains eux-mêmes, aux États. Et là, c'est un autre problème dont on ne va pas parler tout de suite. Conjoncture exige, monsieur le directeur, qu'il y ait un euro marocain, où il y avait un coup, donc 2011 jusqu'à maintenant, quel rapport mettez-vous? Qu'à profiter beaucoup plus qu'avant. Profiter beaucoup plus parce que c'est le seul pays du Sud, avec la Turquie, dans lequel il y a la stabilité, il y a la continuité institutionnelle et la continuité des institutions de partenariat avec l'Europe. Et donc le Maroc a beaucoup profité, tant mieux, ce qui fait que d'ailleurs au niveau politique, au niveau humain et au niveau économique et financier, l'économie marocaine est quand même une économie qui connaît de la stabilité et qui progresse en termes de PIB, en termes de revenus par habitant, en termes d'infrastructures, et en termes de services publics, et en termes de réduction à la fois de l'analphabétisme et de la pauvreté. Depuis en gros 5-6 ans, les progrès faits par le Maroc sont considérables. Il y a des dynamiques internes, mais il y a aussi ce lien qui force l'économie marocaine à aller vers l'avant. Je dirais que l'avantage, c'est que l'Europe sert de locomotive, et comme le Maroc est arrimé à cette locomotive, en gros, ça avance. Avant, avec un autoportrait chinois, donc j'aimerais bien savoir sur quelle maison perspective pouvez-vous faire pour ce cadre de partenariat entre le Maroc et l'Union européenne? La mise en perspective, c'est d'aller plus loin pour que l'économie marocaine développe au maximum ses ressources humaines. 2, que ces ressources humaines soient des ressources humaines polyvalentes, performantes. Et l'enseignement doit être engagé dans cette réforme. Mais c'est un débat qui existe au Maroc. 2, que le Maroc est engagé aussi dans le débat d'un développement unifié de sa diversité culturelle. Parce que sans culture, c'est-à-dire sans reconnaissance des valeurs que porte l'humain, la personnalité marocaine ne peut pas s'épanouir parce qu'elle n'aura pas réglé les problèmes de démocratie interne. Nous sommes bien avancés là-dedans. Et 3e problème, il est grand temps pour que le Maroc s'investisse encore plus dans les créneaux producteurs de grandes valeurs ajoutées dans le monde, au niveau industriel, au niveau des services et au niveau de la haute technologie, au niveau de la gouvernance. Et bien entendu, sans la démocratie, cela n'ira pas loin. Voilà. Oui. Pour la question de l'environnement, la question de la liberté de circulation, la question de l'égalité entre les humains au-delà de leur culture, l'Europe n'a pas réussi à régler tous ces problèmes, mais je dirais en Europe, ils sont posés. Alors je ne dis pas que l'Union européenne a échoué, je dis que l'Union européenne est une réussite dans la mesure où il s'inscrit dans la durée et que tous les problèmes ne sont pas réglés. Nous n'avons qu'à voir les problèmes de l'Union européenne avec le Royaume-Uni. Nous n'avons qu'à voir le problème entre les uns et les autres, la population, la sécurité, les visas, les frontières extérieures. Mais toutes ces questions, je dirais, ce sont des questions qui montrent que l'Europe grandit. Le PM pour vous, l'Union pour la Méditerranée? L'Union pour la Méditerranée n'a pas donné ce qu'elle devait donner parce que, d'abord, on le voit, c'est un projet du président Sarkozy que beaucoup ont accepté par courtoisie, mais en fait, il n'a pas été investi de ce qu'il devait être investi. Et il a échoué parce qu'il voulait régler le problème palestinien en l'évitant, israélo-palestinien. Je vous dirais qu'on ne règle pas un problème en l'ignorant et qu'il est grand temps que l'Union européenne, avec ses partenaires, contribue aussi, avec les États-Unis et la Russie, à régler le problème israélo-palestinien parce que c'est véritablement un verrou qu'il faut faire sauter. Dans les frontières des deux pays, avant 1967, et beaucoup de choses ont été dites, les accords d'Oslo, les accords de Madrid, l'accord entre Yasser Arafat et Ishaq Rabin. Il y a de la matière, il faudrait que le monde s'y engage. Et pour vous, par rapport à Merkel, Angela Merkel? C'est une grande présidente, qui a fait grande chancelière, qui a fait beaucoup de choses, qui, à mon avis, a abordé beaucoup de problèmes. C'est une grande dame de la diplomatie, de la politique mondiale et allemande. Grâce à elle notamment, mais pas seulement elle, l'Allemagne est une grande puissance aujourd'hui, présente dans tous les dossiers. Aux menaces pour la coopération. C'est une très grande opportunité, mais c'est un processus qui se met en place progressivement, qu'on ne peut pas mettre en place du jour au lendemain. C'est une étape avancée de la démocratie, de la décentralisation, de la déconcentration et de la prise en considération de ce qu'on appelle la dimension territoriale d'un pays. C'est une très très bonne chose.
évidemment, elle ne se met pas en place du jour au lendemain. Voilà. Paris exige, c'est pour vous Daesh. C'est un monstre qui a été créé par les pays musulmans et qui les a dépassés, qui devient aujourd'hui un danger pour le monde entier. C'est une création de pays musulmans, particulièrement les pétrodollars, particulièrement toute cette instrumentalisation de l'islam et qui aujourd'hui utilise une partie de la religion pour casser la religion et casser la paix dans le monde. Daesh est un monstre. Le dernier des derniers, monsieur le directeur, c'est quoi pour vous le printemps démocratique? Pour moi, ce ne sont pas des mouvements démocratiques. Ce sont des mouvements de révolte, particulièrement dans les pays où il y avait des régimes de dictature, comme la Tunisie, comme la Syrie, comme la Libye, comme l'Égypte. Et donc, ce sont des mouvements de révolte. Ce n'est pas parce qu'on se révolte qu'on crée la démocratie. La preuve, c'est que ces mouvements ont été récupérés partout par des partis, des mouvements traditionnels, fondamentalistes, et que donc ça a profité à ceux qui étaient dans l'opposition au nom de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les valeurs de l'identité. Et souvent, quand les peuples sont paumés, manque de repères, ils se réfugient dans l'identitaire. Et l'identitaire est une solution de facilité. Pourquoi? Parce qu'on s'oppose toujours aux autres et c'est de la faute aux autres, on ne se remet jamais en question. Donc moi, je ne les appelle ni démocratiques, ni libérateurs. J'appelle cela des secousses que vivent des régimes qui peuvent peut-être aider, vu le contexte mondial, à poser des problèmes pour avancer vers la démocratie, mais ça peut être aussi rétrograde, et dans la majorité des pays, c'est rétrograde. Merci monsieur le directeur donc pour votre patience. Donc c'était l'interview avec monsieur Driss Khrouch, donc vice-président de GERM, le groupe d'études de recherche sur la Méditerranée, et directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc et membre du comité scientifique de plusieurs revues internationales. Merci beaucoup monsieur. Merci à